Gérard Nicou à 6 mois de prison ferme. Je rappelle que le chef des commerçants en colère a été condamné hier à 6 mois de prison pour sa participation à une réunion armée le 23 mars. Réunion armée qui ne s'est dispersée qu'après l'intervention des forces de police. C'était là le texte de la citation en comparaître présentée par le juge à M. Nicou. Nicou et les autres commerçants ont été transférés à Lyon dans la nuit. Les peines prononcées contre les 16 autres manifestants s'étalent entre 8 et 15 jours de prison ferme. Le délai d'appel est de 10 jours pour toutes ces condamnations. L'Union nationale des travailleurs indépendants proteste dans un communiqué contre les peines qui ont été infligées aux membres du CID. L'UNATI va écrire à M. Giscard d'Estaing pour lui demander de retirer la plainte qu'il a déposée contre M. Nicou. L'UNATI, c'est l'Union nationale des travailleurs indépendants. La plainte de M. Giscard d'Estaing est motivée par une incitation de M. Nicou au refus du paiement de l'impôt. La Fédération des industriels, commerçants et artisans de la Sarthe a de son côté exclu une fédération dont les membres avaient participé à un barrage de la circulation. Même à Pékin, on s'intéresse à ce qui se passe chez les petits commerçants en France. L'agence Chine Nouvelle annonce les manifestations des artisans et des commerçants des 23-24 mars en signalant qu'elles sont dirigées contre le grand capital monopoliste. Gérard Nicou donc a passé sa première nuit en prison. Aujourd'hui, c'était à Lyon où il a été transféré dans la nuit. Nous allons voir maintenant un reportage qui a été réalisé dans la journée d'hier et que commande Guy Claes. Il était 10 heures du soir quand a été rendu ce jugement condamnant Gérard Nicou à 6 mois de prison ferme et ses autres commerçants à des peines de 8 à 15 jours fermes également. Plusieurs centaines de commerçants et le maire de Bourgoin lui-même, vous allez le voir dans un instant avec son écharpe à la main, attendaient la sortie des condamnés. Des sifflets, des cris à l'apparition du service d'ordre et même quelques cailloux. Mais cela n'a pas duré. Et c'est dans un calme relatif que vers 11 heures du soir, Nicou et ses compagnons sortaient du tribunal de Bourgoin à bord des fourgons de la gendarmerie pour être transférés à la maison d'arrêt de Lyon. Gérard Nicou, que notre caméraman a pu filmer furtivement hier, vous allez le voir quelques instants, ainsi que sa femme, Gérard Nicou a donc 10 jours pour faire appel, mais il risque de passer 1 année en prison car le jugement d'hier a effacé le sursis qui lui avait été accordé pour une première condamnation à 6 mois d'emprisonnement. Pendant ce temps, les organisations de commerçants se concertent, annoncent qu'elles vont lancer d'autres opérations avec des noms secrets. Je vous disais tout à l'heure en ouvrant ce journal, dans les titres, que les conversations à 4 sur le statut de Berlin ont commencé ce matin à 10 heures à Berlin même. Nous sommes en communication avec la télévision allemande et dès que nous le pourrons, nous vous montrerons un reportage sur le début de ces conversations qui réunissent les ambassadeurs des 4 grandes puissances. Revenons en France, la grève de la faim va-t-elle devenir une arme dans les revendications syndicales? On peut se poser la question. Depuis le 12 mars, 4 syndicalistes de la CFDT font la grève de la faim à Nantes, dans l'une des usines de la Société nationale des industries aérospatiales, la SNIAS, qui, vous le savez, est née au début de cette année de la fusion de Nord Aviation, Sud Aviation et de la CEREB. Que demandent les grévistes? Eh bien, le respect d'un accord vieux de 9 ans et accordant aux ouvriers la pré-retraite à 63 ans. Oui, cette pré-retraite à 63 ans qui avait été accordée par Sud Aviation en 1961 a été supprimée par la nouvelle direction au début de l'année. Pour protester contre cette mesure, ils font la grève de la faim. On doit pouvoir tenir encore un certain temps. Est-ce qu'il y a des médecins qui vous contrôlent, qui vous assistent? Oui, le médecin de l'usine passe journellement et en plus nos docteurs personnels passent de temps en temps. On a pris une certaine ampleur et nous pensons que la direction générale, devant l'ampleur que prend le mouvement pour la pré-retraite et qui s'étend maintenant à la région nantaise et peut-être demain à l'ensemble de Sud Aviation, nous pensons que la direction générale sera peut-être amenée à reconsidérer sa position. Depuis mardi, ils ne sont plus seuls. 2000 grévistes ont défilé dans les rues de Nantes, les ouvriers de l'usine et ceux d'autres entreprises qui se sont retrouvés devant la préfecture. En fait, ce conflit pose un problème important. La pré-retraite est-elle une mesure que l'on accorde en période de chômage et qu'on supprime en période d'expansion, ou est-ce un avantage acquis, le premier pas vers la retraite à 60 ans? La direction affirme qu'il ne saurait être question de laisser partir prématurément un personnel qualifié au moment où l'entreprise est en phase d'expansion. D'ailleurs, selon le président de la SNIAS, M. Ziegler, la suspension de la pré-retraite ne touche personne ou presque. Un seul ouvrier à Nantes serait concerné. Non, 80, affirment les syndicats.
Une rencontre est prévue demain avec le chef de l'entreprise. En attendant, la grève continue. Vous avez l'intention de continuer encore longtemps cette grève de la faim? Ah oui, jusqu'à ce que la direction donne satisfaction. Un communiqué publié, nous abordons là un tout autre chapitre, par l'épiscopat français en fin de matinée nous apprend que désormais, des laïcs, hommes ou femmes, sont autorisés à aider les prêtres et les diacres à distribuer la communion. Cette pratique n'est pas nouvelle puisqu'elle était déjà en usage au 8e siècle. Elle peut être utile dans le cas des pèlerinages et des malades qui désirent recevoir la communion à domicile. Des nouvelles de l'étranger maintenant, du Tchad tout d'abord. 3 militaires français, un médecin commandant, un caporal et un soldat ont été tués mardi à Gouro, dans la région du Tibesti, au cours d'un accrochage avec une bande rebelle. Il y a également plusieurs blessés. L'opération se poursuit. La politique internationale, les conversations à 4 sur Berlin ont commencé ce matin. Nous allons en reparler dans un instant puisque nous ne sommes pas encore en communication avec Berlin. Au Proche-Orient, raid d'un commando de l'armée égyptienne contre une base de fusée israélienne située à 10 km à l'intérieur du Sinaï, qui est annoncé par le Caire. Un incident sur la ligne de cessez-le-feu avec la Jordanie signalé à Tel Aviv et un bombardement israélien sur l'Égypte ce matin. Les escarmouches, comme vous le voyez, se poursuivent au Proche-Orient. Cependant, le principal sujet d'inquiétude pour les médias est constitué par les événements du Liban, où 11 fédayines au moins ont été tués au cours d'incidents avec la population hier. La tension reste grande malgré les appels au calme lancés de part et d'autre. La conférence des ministres des Affaires étrangères des pays islamiques qui s'était ouverte lundi à Jeddah en Arabie Saoudite a clos ses travaux en décidant la création d'un secrétariat permanent. Écoutons Jean-Pierre Anquery. Motif de satisfaction pour le roi Faisal, le secrétariat sera établi à Jeddah. Mais cet organisme n'aura pas de caractère politique, il sera purement administratif. Autre résolution importante, tous les pays islamiques ont accepté la présence sur leur territoire d'un représentant de l'Organisation de libération de la Palestine. Mais sur ce point aussi, il faut signaler des réserves de la part de certains participants, comme la Turquie. La conférence islamique s'achève donc sur des compromis. Mais si ces résultats sont modestes, elle a permis à 24 ministres des Affaires étrangères, appartenant à des États dont les régimes sont très différents et qui sont cependant unis par des liens religieux, de se rencontrer, de s'exprimer dans une atmosphère de bonne volonté et de compréhension. À cet égard, le début des réconciliations amorcées entre l'Arabie saoudite et le Yémen républicain restera comme un des résultats positifs de la conférence. Autre conférence, celle des 4 sur Berlin, qui a commencé ce matin, je vous l'ai déjà dit 2 fois. M. Piotr Abrasimov, l'ambassadeur de l'URSS auprès de la République démocratique allemande, et les ambassadeurs des 3 occidentaux auprès de la République fédérale allemande, M. Kenneth Rush pour les États-Unis, François Sédoud-Clauson pour la France et Sir Roger Jeckling pour la Grande-Bretagne, représentent leur pays à cette réunion. Vous voyez ici la voiture de M. Abrasimov, l'ambassadeur de l'Union soviétique, franchissant le mur de Berlin pour se rendre en secteur américain où a lieu cette réunion. Vous voyez ici l'arrivée de l'ambassadeur des États-Unis, M. Kenneth Rush. Ces pourparlers sont un aspect de l'effort entrepris par les alliés occidentaux pour résoudre par la négociation certains des problèmes qui divisent l'Europe et perpétuent la tension, a déclaré M. Robert McCloskey, le porte-parole du département d'État américain. C'est d'ailleurs l'ambassadeur des États-Unis qui a le premier pris la parole au cours de cette réunion. 2 sujets principaux seront traités, on le pense tout du moins. Voici ici l'arrivée de l'ambassadeur français. L'amélioration de la circulation des personnes et des marchandises entre la République fédérale allemande et Berlin-Ouest, et l'amélioration de la situation à Berlin même, entre Berlin-Ouest et Berlin-Est. Dans leurs commentaires, les journaux ouest-allemands ce matin se gardent de toute illusion et estiment que les discussions constitueront plutôt un test de l'attitude de Moscou. Autre actualité, nous revenons en France. Le 24e Festival d'Avignon se déroulera du 11 juillet au 15 août. Une grande exposition Picasso réunissant 167 peintures et 50 dessins de ces 2 dernières années en assurera l'extension du 1er mai au 30 septembre. Le TNP assurera l'ouverture du festival. Il présentera en alternance, dans la cour d'honneur du Palais des Papes, une création en France, Early Morning de l'anglais Edward Bond et Le Diable et le Bon Dieu, la pièce bien connue de Jean-Paul Sartre. Changeons de sujet, passons à la médecine maintenant avec un matériel nouveau pour la réanimation. C'est la voiture de secours des pompiers
qui se rend immédiatement au chevet du blessé ou du malade dès qu'un appel a été lancé par haut-parleur dans l'hôpital. Ce chariot est donc en permanence dans un couloir de l'hôpital, à la portée du premier spécialiste ou non spécialiste médecin venu et en charge constante, de façon à ce que la batterie d'accumulateur permette une autonomie d'une demi-heure. C'est dire que le chariot est immédiatement conduit auprès du malade ou du blessé qui est installé sur le chariot et on peut très rapidement l'intuber, faire un massage cardiaque, faire une réanimation respiratoire, faire une défibrillation si nécessaire et même éventuellement pratiquer une thoracotomie si un massage du cœur était nécessaire à thorax ouvert. Tout l'appareillage est monté sur un chariot extrêmement mobile, facile à déplacer et nanti même d'un système de freinage qui lui permet de prendre les virages de façon particulièrement rapide. Nous arrivons donc sur le lieu de l'accident et le malade ou le blessé est immédiatement placé sur le chariot. Est-ce que vous espérez que ce genre d'appareil va pouvoir être installé bientôt dans les hôpitaux français? Ah, je ne désespère pas, je suis convaincu que sous peu nous en disposerons pour le plus grand bien de nos malades. Nous en arrivons à la page sportive de notre journal qui commence par une mauvaise nouvelle, mais je crois que Jacqueline Huette vous en a déjà informé avant ce journal. Le match de football France-Allemagne qui a lieu cet après-midi à 15h au Parc des Princes ne sera pas télévisé en direct en raison, vous le savez, d'un arrêt de travail d'une certaine catégorie du personnel de l'ORTF. Alors si vous habitez Paris, si vous aviez prévu de regarder ce match devant votre poste de télévision, je vous conseille d'aller encourager au Parc des Princes les universitaires français. Football toujours, Sir Alf Ramsey, le directeur technique de l'équipe d'Angleterre, vient de rendre publique la liste des 28 joueurs qui disputeront la phase finale de la Coupe du Monde au mois de mai à Mexico. Et il ressort de cette liste que le patron du football anglais est resté largement fidèle à l'équipe qui disputa la dernière Coupe du Monde en Angleterre et qu'elle remporta en 66, vous vous en souvenez, puisqu'on ne compte pas moins de 8 des 11 joueurs qui disputèrent la finale à Wembley. Ces 8 joueurs sont les suivants: Gordon Banks, le célèbre gardien de Stoke City, Nobby Stiles de Manchester United, Bobby Charlton du même club, son frère Jackie de Leeds, que vous avez vu récemment contre le Standard de Liège, Bobby Moore de West Ham, qui était capitaine en 66, Alan Ball, l'ailier droit d'Everton, un des meilleurs ailiers du monde, George Hurst de Manchester City et Martin Peters de Tottenham. La sélection qui a causé la plus grande surprise en Angleterre est celle bien sûr de Nobby Stiles, l'arrière de Manchester United, qui avait été blessé et qui vient seulement de retrouver sa place dans l'équipe de Manchester après un an d'absence. De plus, Stiles, vous le savez, n'a pas bonne réputation car il joue de façon trop virile, il a un jeu extrêmement dur qui lui valut d'ailleurs les foudres de la Fédération internationale lors de la dernière Coupe du Monde. Dans l'ensemble, la presse britannique est très favorable, très satisfaite de la sélection de Ramsey et pense que les champions du monde conserveront facilement leur titre à Mexico. Basket ce soir à Athènes, dans une ambiance qui sera certainement explosive. L'équipe de Vichy rencontre l'AEK d'Athènes en demi-finale de la Coupe des Coupes. Match retour. À l'aller, les Français ont gagné 78-60, mais toute la Grèce pense que l'équipe d'Athènes remontera ses 10 points de retard. Inutile de vous dire, ses 18 points de retard. Inutile de vous dire que les joueurs français ne sont pas de cet avis. Sport automobile. Une nouvelle voiture de course est née. Elle est française et sera bientôt au départ des Grands Prix de Formule 2. Un reportage de notre station de Grenoble que commande Pierre Fula. Le monde automobile vient en effet de s'enrichir d'un nouveau modèle de Formule 2. Ce bolide est français, nous le devons à l'ingéniosité d'un artisan de la région de Grenoble, M. Dalbo. Plombier zingueur de profession, M. Dalbo a mis 6 mois pour concevoir cette voiture monoplace qui sera d'ailleurs la seule Formule 2 française après l'abandon de Matra cette année. Côté technique, des ailerons stabilisateurs ont été fixés à l'avant et à l'arrière pour améliorer la tenue de route. La coque en aluminium de structure aviation contient dans ses flancs des réservoirs de sécurité avec de la mousse pour stabiliser l'essence. Cette voiture F2 est équipée d'un moteur Ford Cosworth modifié Pygmée. La direction est à Crémaillère. Dans quelques jours, le fils du constructeur Patrick Dalbo prendra le volant de cette monoplace à Truxton en Angleterre, mais nous suivrons avec intérêt le comportement de la Dalbo Pygmée le 5 avril à Pau, où Jean-Pierre Beltoise pilotera ce nouveau bolide français. Merci Pierre Fula. Cyclisme, toute la Belgique boite. Eddy Merckx-Etoli, il souffre d'une tendinite et le récent vainqueur de Paris-Nice pense néanmoins être au départ de l'épreuve Gand-Wevelgem le 1er avril, du Tour des Flandres le 5, ces deux épreuves préparant bien sûr la grande classique Paris-Roubaix qu'Eddy Merckx voudrait bien remporter. Ski, la ville de Luchon a réservé hier soir un accueil triomphal aux sœurs Laforgue, deux des vedettes du ski français qui, vous le savez, ont réalisé une très belle saison puisqu'Ingrid a remporté le géant de Val Gardena des championnats du monde et que Britt a récemment remporté le titre de championne de France de slalom spécial. Deux titres dont bien sûr tous les Pyrénéens sont fiers. À ce sujet, voici un reportage de notre station de Toulouse que commande Pierre Fula, après quoi Jacqueline Alexandre vous présentera la partie magazine de ce journal.
Réception en américaine hier soir à Luchon où plus de 3000 personnes ont réservé un accueil triomphal aux deux jumelles du ski français Ingrid et Britt Laforgue, auréolées par leurs récents exploits au cours de la saison de ski. Sous une pluie fine, une foule considérable venue de toutes parts s'était rassemblée place de la gare et salua l'arrivée des deux enfants du pays d'une immense ovation. Les parents des deux championnes, Maurice et May Laforgue, également anciennes championnes de ski, étaient allés à leur rencontre, mais c'est à M. Alfred Coste-Floré, conseiller d'État et maire de Luchon, que revint l'honneur de conduire le cortège sur un parcours pavoisé et abondamment illuminé. Majorette de Tarbes, fanfare luchonnaise, feux d'artifice, tout y était. Cette soirée fut inoubliable pour Ingrid et Britt qui devait être comblée de cadeaux. La population étant ensuite conviée à déguster un immense gâteau pesant plus de 50 kilos. Luchon a ainsi rendu hommage aux deux skieuses pour le prestige qu'elles ont donné au ski français. C'est la période des vacances scolaires. Comment occuper la journée de vos enfants qui actuellement ne vont pas en classe? Eh bien, France Guérité y a pensé. Malheureusement, les enfants ne peuvent pas rester dehors toute la journée. Une très bonne solution, donnez-leur des livres. Voici une sélection de France Guérité. Je vous rappelle qu'à partir d'aujourd'hui, désormais tous les mois, le dernier jeudi du mois, nous vous proposerons comme aujourd'hui une sélection de livres. À tous ceux intéressés par la littérature enfantine, et je pense non seulement aux enfants mais aux parents, à qui incombe la tâche de choisir les livres, surtout pour les plus petits, nous avons trouvé intéressant de signaler l'existence d'un bulletin publié par La Joie par les livres, qui est un bulletin d'analyse de livres pour enfants. Cette association a été fondée en 1963 pour favoriser le développement des bibliothèques enfantines en France. Les livres pour les jeunes de 4 à 16 ans sont sélectionnés par un comité de lecture composé de nombreux spécialistes et ils sont testés également par les enfants. Chaque numéro réunit des informations, des comptes rendus de débats ou de travaux, des listes par thème et les analyses des livres sur fiches détachables. Madame Simone Lamblin, qui rédige ce bulletin, nous propose quelques livres. Par exemple, pour les très jeunes, de 4-5 ans à 7 ans, un petit album très bon marché, qui parut aux éditions La Farandole. Ça s'appelle La Ville de Neige. C'est un album très réussi parce qu'il est bien adapté à l'âge de l'enfant. On peut dès 4 ans raconter l'histoire. Les images sont très jolies. Elles comportent des petits détails que les enfants aiment beaucoup regarder. Et surtout le texte est adapté à l'enfant parce que c'est une histoire que l'enfant raconte lui-même. Il raconte une histoire à son papa. Un autre livre, Fleur de Lupin. Oui, il vient de sortir et justement nous n'avons pas pu l'essayer encore auprès des enfants, mais dès l'abord il nous a beaucoup plu, il est extrêmement séduisant. Les images sont nouvelles, l'intérêt des doubles pages est très grand parce que le dessin est très libre en même temps qu'assez précis, laisse la possibilité de rêver, enfin à l'imagination de se développer. Après cet album qui a paru à l'école des loisirs, en voici un qui est paru en Amérique et en Angleterre d'abord, chez Harlequin Quist. C'est l'histoire des animaux qui sont invités par Noé pour inaugurer l'arche de Noé. Alors il y a une fête terrible, on se bourre de gâteaux, finalement on monte sur l'arche et le voyage commence, paraît un peu long, si bien que les animaux ne savent pas trop quoi faire. On joue au domino avec des coccinelles, mais elles ne restent guère en place. L'histoire est très amusante, très adaptée aux enfants. Autre genre avec cette sorte de documentaire, Les hommes regardent la lune. Ça n'est pas un documentaire, mais enfin, il y a un petit côté scientifique, enfin, il y a des renseignements documentaires, si on veut, sur la conquête de la lune, sur la façon dont les premiers hommes voyaient le ciel. Alors, on voit tout ce qui a été fait pour la conquête des planètes, pour la connaissance du ciel, Jules Verne, bien entendu, et on arrive aux cosmonautes.
Avec Duvet-le-Caneton, de quoi s'agit-il? Duvet-le-Caneton est un livre qui est d'une série éditée par les éditions Hatier. La série s'appelle Ami Ami. Il s'agit de présenter aux enfants des animaux familiers. Et alors il y a un côté documentaire justement à cause de cela, parce que on montre l'enfant devant un caneton et ensuite on explique à l'enfant comment naît le petit canard. On montre l'œuf en train de s'ouvrir et le canard encore replié. Et ensuite, on montre à l'enfant des détails précis qu'il n'observera peut-être pas lui-même, comment est faite la pâte. Et une image intéressante aussi, c'est celle-ci, parce qu'un enfant qui voit un canard dans cette position dans l'eau ne sait pas forcément ce qu'il fait. Or, l'image lui montre qu'il est en train de manger un ver au fond. Pour terminer, un livre pour les plus âgés, un roman, Les voleurs d'ânes, de Gérald Durel, édité chez Stock. C'est un très très bon roman, enfin c'est surtout un roman très frais, très gai, qui se lit facilement, un livre de diversion, plein d'humour. L'histoire est amusante, ça se passe en Grèce, et les enfants voudraient punir une injustice, parce que le maire n'est pas très honnête, et les enfants ont décidé de le punir, alors ils inventent une histoire un peu risquée, mais qui réussit fort bien. Mais on ne peut pas en dire plus parce qu'il y a beaucoup de suspense. Récapitulons. La Ville de neige de Madeleine Gillard aux éditions La Farandole. Fleur de lupin de Binette Schröder à l'École des loisirs. Sans fin la fête d'Étienne Delessert et Éléonore Schmidt chez Arlin Cuist. Les hommes regardent la lune d'Augustin Maurice Coccagnac aux éditions du Cerf, Duvet-le-Caneton d'Anne-Marie Pajot chez Hatier et Les voleurs d'ânes de Gérald Durel chez Stock. Nous avons également pensé aux tout petits, tous ceux qui ne savent pas encore lire, puisque nous vous proposons aujourd'hui un choix de couches culottes. En effet, elles sont en nylon, entièrement doublées de reville, et il se trouve que les enfants sont toujours au sec, étant donné qu'on glisse la couche entre la doublure de reville et la culotte. On vous propose également des barboteuses pour les plus grands. Un petit détail intéressant, les premiers prix 4 francs, un reportage de Isis Lamy. Bien, nous allons passer maintenant à la philatélie qui a vécu cette semaine un grand jour. Jacqueline Cora va nous en parler. La philatélie reflète toutes les activités, toutes les préoccupations humaines. Et c'est pourquoi, dans le cadre de l'année européenne pour la protection de la nature, le cri d'alarme lancé par le Fonds mondial pour la nature a été entendu par de nombreuses administrations postales qui, à travers leurs timbres, entendent rappeler au grand public la vigilance à l'échelle gouvernementale, mais aussi individuelle, que nécessite la protection de la faune, de la flore, des sites, des eaux, du sol, de l'air, etc. La France, après avoir émis l'an dernier un timbre représentant un mouflon méditerranéen, vient de consacrer une nouvelle émission à une autre espèce en voie de disparition, le flamand rose, qui hante encore notre Camargue, seul endroit en France où, depuis des temps immémoriaux, séjournent des colonies de flamants roses. Les autres lieux de nidification en Europe se situant en Andalousie. Autrement, l'espèce fréquente les lagunes d'Afrique du Nord,
les grands lacs du centre africain et certaines régions très localisées du RSS et de l'Inde. Le premier jour du nouveau timbre français eut lieu dans le grand hall du ministère de l'Agriculture à Paris, où étaient présentées à cette occasion des collections thématiques sur les animaux et les végétaux. Non loin de là, au Palais de la Découverte, dans le cadre de l'exposition Recherche et médicaments, santé des hommes, un hommage philatélique était rendu à Pierre-Joseph Pelletier et à Joseph Bien-Aimé Caventou, qui, il y a 150 ans, découvrirent ensemble la quinine, qui a sauvé et sauve encore des millions de malades atteints du paludisme. À Paris, Madame Pelletier, descendante du professeur, dédicaçait des souvenirs philatéliques aux personnalités présentes lors de la vente premier jour du timbre consacré à son illustre aïeul. Tandis qu'en la mairie de Saint-Omer se tenait une exposition philatélique retraçant l'histoire postale de la ville qui vit naître Caventou, exposition qui honorait également des pharmaciens célèbres. Pause Pascal en ce qui concerne les manifestations philatéliques en France. Par contre, à Bruxelles s'ouvrent aujourd'hui et jusqu'au 7 avril les portes du 2e salon des maximaphiles belges. Qu'est-ce qu'un maximaphile? Qu'est-ce que la maximaphilie, vous demandez-vous? Eh bien, c'est tout simplement une branche de la philatélie qui consiste à réunir une carte postale illustrée, un timbre collé côté vue et sur ce timbre une oblitération. Les sujets de ces 3 éléments postaux devant présenter entre eux le maximum de concordance, d'où le nom de carte maximum donné à cet ensemble et de maximaphilie à la collection des cartes maximum. Demain, à Fribourg, en Suisse, inauguration de l'exposition internationale Santex qui a choisi pour thème la poste pendant la guerre de 1870-71. Et cette exposition offrira au regard des amateurs jusqu'au 30 mars des pièces encore jamais exposées, telles cette lettre de l'Agence internationale de Bâle par la voie de Moulin, ou des affranchissements extrêmement rares, comme ce cas de franchise par ballon monté, la franchise ayant été supprimée pour les ballons dès le 27 septembre 1870. Un résultat de vente très attendu du monde de la philatélie, celui du timbre le plus rare et le plus cher du monde parce qu'unique, le fameux one cent de Guyane anglaise qui a atteint la somme record de 280 000 $. Enfin, du côté des nouveautés, je vous rappellerai la mise en vente anticipée à Kourou, en Guyane française, du nouveau timbre émis par notre administration postale commémorant le lancement de la fusée Diamant B. Et à l'étranger, la parution de timbres célébrant le temps de Pâques. Sainte-Lucie nous propose ce très beau triptyque d'Hogarth, unique exemple de la peinture religieuse anglaise au XVIIIe siècle. Pâques, c'est aussi le retour du printemps, des premières fleurs et du chant des oiseaux. C'est en faisant sonner la cloche japonaise de la paix, remise aux Nations Unies en 1954 et reproduite sur un timbre émis ces jours derniers, que nous vous disons Joyeuse Pâques. En raison de la grève d'une certaine catégorie de personnel de l'ORTF, nous ne serons pas en mesure de vous donner des images en direct de la Bourse de Paris. Nous allons cependant passer la parole à Gérard Vidalange. Eh bien, la bourse aujourd'hui est bien meilleure. Il semble que les boursiers, qui aient déjà un pied, si vous voulez, dans les vacances, et leur cœur qui vibre à l'unisson de la bourse de New York, qui hier, il faut le dire, a connu une séance tout à fait exceptionnelle. Il y a eu une avalanche de transactions, 18 millions de titres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce volume d'échanges. Eh bien, par comparaison, disons que c'est 100 fois le volume des échanges à Paris. Et cette situation me permet de vous citer en quelque sorte un proverbe japonais qui me vient à l'esprit. L'argent n'a pas d'oreille mais il entend, il n'a pas de jambes mais il court. C'est exactement la situation de la Bourse de Paris aujourd'hui, où il y avait du monde et où l'on se précipitait pour voir la hausse des valeurs françaises. Alors l'événement américain, c'est que les taux d'intérêt dont je vous parlais justement hier ont baissé. Cette histoire est un véritable roman. Ça a commencé par une détente qui a été provoquée par de petites banques américaines. Les financiers, vous savez, sont très guindés et les gens se disaient « mais ce n'est pas sérieux ». Eh bien, c'était suffisamment sérieux pour que cette initiative des petites banques
entraîne également les grosses banques et actuellement le taux de l'intérêt a baissé aux États-Unis de 8,5 à 8%. Et les experts estiment que d'ici à la fin de l'année, ce taux d'intérêt pourrait tomber à 7,5%. C'est ce qui explique que la bourse de New York hier est vibrée et que l'on ait assisté à une très forte hausse des valeurs américaines. En France, il n'est pas question de baisser les taux d'intérêt. Je vous avais parlé de rumeurs concernant une détente en ce qui concerne le taux de l'escompte en France. Eh bien, la Banque de France n'a pas pris de décision ce matin. Il faut dire que sur le plan économique, les prix continuent à monter. Il y a là un clignotant, évidemment, qui est toujours allumé et qui n'incite pas les pouvoirs publics à desserrer le crédit. Alors voyons tout de suite la tendance des valeurs françaises. Il y a eu une hausse des banques, notamment de la Banque de l'Indochine, qui a monté de 10 francs aujourd'hui, à la suite de l'annonce d'excellents résultats de cette Banque de l'Indochine qui porte un nom un petit peu usurpé, car si la banque a encore des intérêts en Indochine, les actifs principaux de la banque sont surtout situés, bien entendu, dans la métropole et également dans le Proche-Orient. Les résultats de la Banque de l'Indochine sont en augmentation de près de 50% et le dividende sera porté de 7,50 francs à 8 francs, heureux actionnaires de la Banque de l'Indochine, sur un capital augmenté de près de 40%. Parmi les autres hausses du côté des banques, il y a Loca France qui gagne 10 francs à 686 et la compagnie bancaire qui progresse de 508 à 514. Du côté des chimiques, les grandes valeurs directrices sont également en progrès, comme Rhône-Poulenc, Roussel-Uclaf, Saint-Gobain et Péchinet. Au pétrole, bien sûr, on attendait avec impatience la cotation d'Antar. Cette cotation est en redressement puisque le titre aujourd'hui vaut 104 francs 50 contre 101. Une déception du côté des valeurs d'automobile. Citroën est très calme. En revanche, Michelin gagne aujourd'hui 19 francs à 16,140. À la construction électrique, deux beaux mouvements que je puis vous signaler sur la Compagnie Générale d'Électricité et sur les machines bulles. Et enfin, du côté de la sidérurgie, Usinor vaut aujourd'hui 124 francs contre 123. Alors que sont devenues bien sûr les valeurs américaines